Madame la directrice générale, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs les personnalités, Mesdames, Messieurs, et j'utiliserai aussi la référence préférentielle, chers amis. Ce n'est pas la première fois que dans cette maison, et même dans cette enceinte, il m'est arrivé de prendre la parole, avec d'autres intervenants, pour évoquer l'antisémitisme, ses ravages, ses crimes, et notamment lors de la commémoration annuelle des victimes de la Shoah. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le génocide juif commis par les nazis et leurs alliés en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale qui nous réunit ici. C'est la persistance de l'antisémitisme et la recherche des moyens de mieux combattre dans l'époque actuelle ce fléau qui, il faut le reconnaître, est toujours présent dans le monde contemporain. Il appartient aux participants à la table ronde que je salue d'analyser le phénomène, son étendue et de nous proposer les moyens de combattre le racisme et l'antisémitisme qui sont, Madame la directrice, pour vous comme pour nous, indissociables et toujours liés par la même haine de l'autre, des autres. S'agissant à cet instant de la lutte contre l'antisémitisme, je veux d'abord marquer d'un mot qu'il ne s'agit pas là d'un phénomène contemporain ou moderne, que c'est en réalité un mal multiséculaire et qu'il faut conserver cette dimension-là quand on parle de l'antisémitisme. Chacun d'entre nous sait que depuis la prise de Jérusalem, enfin, à l'intérieur de Jérusalem, par Titus en 70, depuis la dispersion des Juifs à travers tout le bassin méditerranéen notamment, vendus comme esclaves à telle enseigne, ils étaient si nombreux que les cours du marché, si l'on l'utilisait, la langue économique moderne, s'était effondrée dans l'Empire romain. La condition des Juifs à travers 2 millénaires, et notamment en Europe, n'a jamais cessé d'être exclusion, souffrance, persécution. De l'antisémitisme, quand on le prend depuis la lointaine époque romaine, je dirais qu'on connaît 4 formes, qui parfois se confondent d'ailleurs. Le premier, c'est l'antisémitisme religieux. Depuis l'édit de Constantin, reconnaissant le christianisme comme religion officielle en 313, jusqu'au XXe siècle, l'antisémitisme s'est toujours nourri de la haine du peuple déicide, celui qui avait tué Jésus-Christ. Mais au moins, à travers les persécutions, les massacres, la possibilité était souvent, pas toujours, offerte aux Juifs d'échapper à la mort ou à l'exil par une conversion forcée, quitte à redevenir juifs quand les temps seraient moins cruels. Et c'est la longue histoire culturellement si riche des maranes dans notamment les États ibériques. Puis, l'antisémitisme devint essentiellement, avec l'essence des nations modernes, l'antisémitisme devint national. Les Juifs, même originaires du pays où ils se trouvaient, étaient toujours des étrangers suspects dans la nation où ils vivaient. Et le fait que les Juifs assument tout naturellement des responsabilités et des fonctions, en dépit des ostracismes qui les frappaient, qu'ils aient assumé des fonctions éminentes, politiques ou dans le domaine économique ou financier, faisait d'eux
à la moindre difficulté nationale, des traîtres en puissance, toujours au service d'une mythique internationale juive, un complot juif international imaginé par les antisémites. Ce fut notamment le cas en France, et je n'ai pas besoin de rappeler la signification à cet égard de l'affaire Dreyfus, car si on avait bien voulu regarder un instant avec lucidité, il n'y avait aucune raison que Dreyfus soit un traître juif alsacien qui haïssait l'Allemagne et qui voulait d'abord servir son pays. À la fin du XIXe, les esprits avaient évolué. L'antisémitisme se voulait scientifique, à l'image des meilleures disciplines modernes, et il est devenu racial. Racial, les Juifs étant définis comme une race d'origine orientale mystérieuse, inassimilable pour les peuples au milieu desquels ils s'établissaient, et notamment au sein des nations où l'on voulait être originaire d'une race aryenne supérieure et menacée de dégénérescence par la présence en son sein de juifs porteurs de multiples tâches. Ainsi, sous la forme multiple d'interdictions, relégations dans les ghettos, marquage sur les vêtements comme des animaux dangereux, les Juifs apparaissent dans la longue histoire de l'humanité comme une espèce maudite. D'où l'importance extrême que nous devons toujours attacher, dans cette ville notamment, de la Révolution française, qui, pour la première fois dans l'histoire, en 1791, a proclamé que les Juifs vivant en France seraient considérés comme des citoyens français. Petite anecdote, le soir du jour où fut votée à la fin de l'Assemblée constituante cette citoyenneté des Juifs, la dauphine, la sœur, plutôt madame, la sœur du roi, écrivait à une cousine de la famille Habsbourg à Vienne ces simples mots: l'Assemblée a mis le comble à ses folies, elle a fait des Juifs des citoyens. Si je marque cela, c'est parce que, difficilement acquise dans les travaux parlementaires, cette volonté de faire des Juifs des citoyens à part entière, c'est exactement l'inverse de ce que les nazis détestaient le plus, c'est-à-dire les droits de l'homme et la philosophie des Lumières. Selon les expressions mêmes qui se trouvent dans Mein Kampf, les Juifs devaient être absolument exclus de la communauté du peuple allemand. Cet antisémitisme forcené est à l'origine des lois raciales du Troisième Reich, adoptées dès 1935 par les lois de Nuremberg, et dont le titre ou la finalité, je les rappelle, sont « Loi pour la protection du sang allemand et de l'honneur allemand », que souillait bien entendu la présence des Juifs. Alors, je laisse de côté les difficultés auxquelles se heurte la théorie raciale de trouver les critères. On a cherché beaucoup. Les savants du Troisième Reich, et bien entendu, on ne pouvait rien trouver, et donc on s'est reporté sur la pratique religieuse. Pas besoin de rappeler ici qu'on définissait, selon les lois de Nuremberg, les Juifs par la pratique religieuse, sans la leur, mais celle de leurs parents et de leurs grands-parents. Le ressortissant allemand étant réputé de race juive
si deux au moins de ses grands-parents étaient de confession juive, qu'il était marié à une juive ou qu'il pratiquait la religion juive. Ces critères, d'ailleurs, tirés de la religion juive, interdisaient dès lors qu'ils se rapportaient aux parents et aux grands-parents toute possibilité aux juifs de quitter par une conversion quelle qu'elle soit le troupeau de ces êtres malfaisants auxquels il appartenait par naissance. Alors, je ne reprendrai pas ici la longue liste des persécutions toujours croyantes subies par les Juifs, d'abord dans le Troisième Reich, puis dans l'ensemble des territoires occupés par l'armée allemande. J'ai eu l'occasion, triste, moi-même à cette époque, d'en constater l'étendue et les ravages. Mais aujourd'hui, d'innombrables études ont dévoilé l'ampleur, l'horreur du génocide juif par les nazis. Je ne reviendrai pas non plus sur les ouvrages philosophiques si remarquables qui ont traité de ce phénomène. Ce que je voudrais simplement souligner dans cette maison, c'est ceci qui me paraît le plus riche d'avertissement et de sens. Il est tout à fait remarquable que, et difficilement compréhensible, c'est un grand peuple chrétien cultivé entre tous les peuples d'Europe, d'où était issu un grand nombre de génies dans l'art, dans la pensée, dans la recherche scientifique, notamment aussi de prix Nobel, parmi lesquels un certain nombre de juifs. C'est ce peuple-là, cultivé, comme je le disais, et à l'UNESCO, ça n'est pas un à rappeler, qui fut le porteur, l'animateur et le réalisateur des plus terribles persécutions contre les Juifs qu'ait jamais désolé l'histoire de l'Europe. C'est essentiel de s'en souvenir, car il n'y avait pas en Europe de pays où l'amour de la culture, l'enseignement de la culture, la passion de l'art, notamment musical, et la recherche scientifique fussent portés plus haut que dans l'Allemagne jusqu'à la fin de la République de Weimar. C'est pour précisément l'UNESCO l'occasion, tout à l'heure dans votre, d'y réfléchir. Car s'il est un pays qui brillait en effet par ses arts, sa philosophie, c'est bien l'Allemagne. L'Allemagne d'avant Hitler. Et c'est ce pays qui, cédant à toutes les fureurs de l'antisémitisme ou du racisme, qui a conduit à l'encontre des Juifs la plus cruelle histoire qu'ils aient connue dans ce qui est constamment tragédie. La leçon, et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'en soi, la culture, le savoir, la recherche de l'art, l'amour des arts ne suffisent pas à constituer des obstacles insurmontables pour l'antisémitisme, puisque c'est là qu'il s'est établi avec la plus terrible horreur. Je demande donc que vous interrogiez à ce sujet, puisque vous êtes la maison de l'art, de l'éducation, de la culture, qu'aujourd'hui le sujet est l'antisémitisme, et que l'exemple est là, que je l'ai vu, moi, jeune adolescent à Paris, de ce que l'antisémitisme et l'antisémitisme nazi peuvent nourrir comme passion, tout en prétendant être toujours des femmes et des hommes attachés à l'art et à la culture.
ce n'est pas le moindre défi que vous rencontrerez et que nous rencontrerons avec vous. Alors, qu'on me comprenne bien, en aucun cas il ne peut s'agir pour nous, disciples des Lumières, qui croyons, à travers toutes les épreuves, au progrès de l'humanité par les bienfaits d'une éducation éclairée et de justes institutions fondées sur la philosophie des droits de l'homme, de renoncer à lutter pour un progrès toujours nécessaire. Mais il s'agit seulement de prendre la mesure du fait que ni l'éducation en soi, ni l'art en soi, ni la culture au sens le plus large du terme ne constituent par nature des défenses suffisantes contre les fureurs du racisme et d'abord de l'antisémitisme. Nous devons en tirer les enseignements et vous le ferez. Le Troisième Reich s'est effondré, son fondateur s'est suicidé, les principaux membres de son état-major ont été ou pendus ou ont disparu. On a découvert l'immensité du génocide juif en Europe. Il suffit de regarder à cet égard, comme cela m'a tenu beaucoup, les actes de Nuremberg et les documents réunis, et un mouvement puissant, aux Nations Unies, nouvellement créé, a suscité chez les peuples et les chefs d'État de l'époque un fort mouvement de création d'un État juif comme les Alliés s'y étaient engagés, d'ailleurs dès 1914-18. La création d'un État juif en Palestine, qui découle, je le rappelle, d'une décision des Nations Unies, n'a pas été acceptée par les États voisins. Le résultat a été la guerre lancée par les armées des États voisins. Ils envahirent la Palestine. Le conflit a tourné à l'avantage des Juifs. On connaît la suite. Le conflit israélo-palestinien n'a en fait jamais cessé depuis la création de l'État d'Israël. Je ne sais certainement pas disputer ici de la légitimité des droits des uns et des droits des autres et de la meilleure solution pour parvenir à la fin de ce conflit. C'est en d'autres enceintes qu'il nous faut de cela débattre. Mais le fait est là. Ce qui est certain, et certain depuis 1946, c'est qu'à la faveur du conflit israélo-palestinien, l'antisémitisme s'est à nouveau largement déployé sous la dénomination d'antisionisme. Il faut avoir la lucidité de reconnaître que sous cette dénomination qui renvoie au sionisme, ce sont bien les Juifs, et les Juifs partout qui sont visés. Et je dirais que l'antisionisme n'est en profondeur rien d'autre que l'expression contemporaine de l'antisémitisme, c'est-à-dire de la haine des Juifs. Comme vous l'avez marqué, Madame la directrice, et en d'autres occasions aussi, l'antisémitisme d'aujourd'hui, évidemment, ne se présente pas sous les mêmes traits que celui que j'ai évoqué, qui remonte à Constantin. L'antisémitisme aujourd'hui, il utilise largement, et avec succès, les réseaux sociaux, les discours et les vidéos diffusés sur certains sites internet, reposant sur une rhétorique particulièrement perverse. Et je me suis beaucoup interrogé, et je vous souhaite de le faire, sur ce qui aurait pu advenir dans l'Europe d'avant 1939 si le docteur Goebbels avait eu à sa disposition les mêmes moyens techniques que nous voyons aujourd'hui se développer à l'ère
du numérique. C'est là le champ de bataille nouveau des idées et du conflit en ce qui concerne la lutte contre l'antisémitisme. Mais je dirais simplement, ma conviction d'hommager maintenant, et qui n'a jamais vu l'antisémitisme, c'est déprise, jamais. Que aussi longtemps que se poursuivra le conflit israélo-palestinien, il est pour moi évident que la haine des Juifs, bien au-delà du Proche-Orient, continuera à enflammer certains musulmans, et particulièrement les plus jeunes, nourris par l'Internet et une propagande aiguë des images violentes que nous connaissons. D'où les attentats atroces qui surviennent dans tout l'Occident, et particulièrement, je dirais, en France, comme dans le Proche-Orient, où l'amalgame juif égale sioniste nourrit la haine antisémite qu'exploitent les leaders djihadistes aujourd'hui. Pourquoi faire? Pour recruter, pour former de jeunes musulmans égarés par cette propagande, pour les amener à l'action terroriste qui frappe aveuglément les populations civiles des grandes villes de l'Occident, mais surtout et de façon privilégiée, particulière, les Juifs. Il suffit à cet égard de prendre la liste des victimes des crimes commis depuis un certain nombre d'années, attentats terroristes, pour voir que c'est d'abord les Juifs qui sont des cibles privilégiées. Et voyez-vous, le terrible crime de Mera, poursuivant dans un lycée juif des enfants juifs, des enfants, et portant vers une petite fille, c'est une image qui m'a hanté, une petite fille qui s'enfuyait. On le sait, on a le film qu'il a pris et qui est aux archives ici. Et parce qu'elle s'enfuyait, l'empoignant par les cheveux, une petite fille de 7 ans, et l'abattant à bout portant, qu'est-ce que c'est que ce crime, sinon le geste des SS dans tous les ghettos de l'Europe orientale? Prendre une petite fille, l'amener à soi, une petite fille, et la tuer d'un coup de revolver. Si là, on n'a pas la plus horrible expression de l'antisémitisme, alors où est-il? Et quoi de plus terrible que cette image-là? Elle saute à travers le temps. Elle nous rappelle le ghetto, les ghettos de l'Europe orientale où étaient lâchés les Einsatzgruppen. Voilà ce que je tenais à dire. Je tiens aussi à dire et à marquer fermement une chose concernant l'action pour la paix civile, c'est l'importance du rôle, et je dirais pour certains fraternel, des représentants de la communauté musulmane qui dénoncent ces crimes. L'amalgame ici est un autre piège tendu par le terrorisme, mais nous ne devons pas, certainement pas, y céder. Et je rappelle toujours ce qui est le fruit des études des think tanks sur le terrorisme, que 80% des victimes du terrorisme dans le monde sont des musulmans. Je tenais à le marquer parce que l'amalgame ici serait criminel. Mais il demeure qu'aussi longtemps que durera ce conflit, il ne faut point espérer que le terrorisme disparaîtra, et aussi longtemps que ce terrorisme-là s'exercera, ses victimes privilégiées seront les Juifs. Alors, avant de quitter cette table et d'attendre les résultats ou les propos bienvenus de nos spécialistes, que je salue, je veux marquer qu'un des grands militants pour la paix au Proche-Orient
un homme de haute culture et d'amitié aussi. Shimon Peres nous a quittés. Vous me permettrez, dans cette maison qu'il fréquentait, où vous l'avez si souvent invité, de rappeler sa mémoire comme celle de Rabin, et comme je rappelle, à l'usage de tous, et d'abord des peuples arabes, je rappelle l'exemple de Sadat, lui aussi mort pour la paix. Voilà où nous en sommes. Vous voyez que ce n'est pas un message d'un optimisme particulier que je viens d'énoncer, mais je crois que la complaisance nourrit le préjugé, que le préjugé nourrit la mort, parce qu'il devient haine. Je pense, pour ma part, que si nous en revenons et nous pouvons faire triompher dans les esprits des jeunes générations les principes des Lumières et des droits de l'homme, nous aurons servi la bonne cause, celle de la paix entre les peuples. Je m'arrête là pour le moment. Merci de votre attention.